commence avec Hugo, Éloi, Pierre-Carl et Julien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, Nick. Donc, j'ai vu justement dans la plateforme en back-end comme quoi Julien t'a apprécié ma présence du mot truculence dans mon introduction. Ça finit bien l'année. Commençons avec le CH Hebdo. Donc, belle semaine pour le Canadien. Une semaine de 5 points sur une possibilité de 6. Donc, une défaite de 4-3 en tir de barrage contre les Penguins de Pittsburgh et une défaite qui aurait pu être une victoire. On menait 3-1 à un certain moment dans le match. Et par la suite, 5-3 contre les Islanders samedi au Centre Bell pour terminer par la suite. Hier soir, une victoire de 3-2 contre les Jets de Winnipeg à Winnipeg. Donc, peut-être pour commencer, Hugo, comment as-tu trouvé la semaine du CH dans son ensemble? Là, moi, je trouve que ça a été un beau crescendo là, de la part du CH. Écoute, hier, durant le match, le Canadien était partout. On a été vraiment, vraiment solide là, face aux Jets. Et tout le monde connaissait un peu leur rôle. Tout le monde était capable de se créer de l'espace et trouver des tentatives d'être capable de battre Connor Hellebuyck ou la défensive des Jets. Mais aussi, contre les Islanders, on a vu une belle évolution. Et contre les Islanders, j'ai trouvé que c'était le meilleur match de la saison de Juraj Slafkovský. Et ça va en faire partie un peu plus tard, mais je trouve que l'apport de Slafkovský présentement est une grande raison pourquoi le Canadien connaît du succès et la confiance qu'a apporté Martin Saint-Louis envers le jeune Slovaque, bien écoute, ça paraît là, dans son jeu. Ça paraît aussi qu'on a plus d'espace de son côté. Éloi, on voit aussi l'apport d'un autre joueur offensif, Josh Anderson, qui s'est réveillé au cours de la dernière semaine. Enfin, oui, ça a été vraiment l'histoire de la semaine là, pour le Canadien. On l'attendait depuis longtemps. Anderson qui avait marqué dans un filet désert, mais là, comme dans beaucoup de cas, quand tu débloques, on dirait que ça commence à rentrer à la pelletée. Là, donc, Anderson qui se met de la partie. Tu as Armia qui a marqué cette semaine également. Donc, tu as des noms qui avaient peut-être moins contribué depuis le début de la saison, qui ont finalement qui ont porté fruit pour le Canadien finalement. Donc, oui, ça a été une belle semaine pour ça. Les gardiens de but ont fait du bon travail aussi, quand même, dans l'ensemble, même si on a eu une petite frousse contre les Islanders. Là. Donc, vraiment, ça a été une solide semaine du Canadien. Puis, ce que j'ai aimé aussi, les défenseurs qui continuent à contribuer offensivement. Mm-hmm. Julien, de ton côté, qu'as-tu pensé de la semaine du Canadien? C'était une bonne semaine. On était plus sur la même page, je trouve, les joueurs. Le taux de réussite des passes était mieux. Défensivement, c'était mieux, mais ça reste encore quand même un peu difficile, mais c'était mieux. Moins de revirements, moins de surnoms. On a vu moins de 2 contre 1, 3 contre 2 là, j'ai juste le mot en anglais, là, mais en relance, donc de l'équipe adverse, c'est juste ça que je cherchais. Puis, donc, ça veut dire que notre prise de décision en zone offensive était meilleure. Les passes, justement, à bas pourcentage, on en faisait moins. Il y a encore quand même Suzuki, je trouve, qui essaye beaucoup la passe transversale avec 3-4 bâtons entre les deux, puis que ça repart de l'autre côté. Ça, c'est juste en zone offensive, là, parce que Suzuki, je trouve qu'il fait une très bonne job en zone défensive, mais en zone offensive, je trouve qu'il cherche trop la passe tout le temps. Des fois, peut-être renvoyer à la pointe ou juste envoyer une rondelle au filet, des fois, c'est mieux. Mais non, c'était bon. Les gardiens étaient bons. Non, c'était surprenant parce que moi, j'avais pris, je pense, 2 ou 3 points. Là, fait que j'étais agréablement surpris de la semaine, là, mais on va voir le reste du voyage. Oui, en fait, personne n'avait pensé à aller au-dessus de 4 points. C'était le maximum qu'on s'était donné pour le Canadien. Donc, c'est une très belle semaine. Pierre-Carl, peut-être pour revenir plus précisément au match contre les Islanders, les 2 premières périodes de cette rencontre-là, c'est possiblement parmi les meilleures périodes que le Canadien a joué depuis le tout début de la saison. Oui, c'est encourageant pour le Canadien, vraiment. Là, il y a une belle progression du côté de certains joueurs, surtout avec, quand on regarde le Canadien, il y a quand même beaucoup de blessures, surtout offensivement. C'est Raphaël Harvey-Pinard, Alex Newhook, Kirby Dach ne sont pas là. Puis l'équipe continue tout de même à offrir de bonnes parties pour ses partisans, notamment. Puis, de sortir avec la victoire, donc ça a été très positif pour eux. Puis, pour la progression de l'équipe, de connaître une semaine de 5 points sur 6, c'est très bon parce qu'il y a des semaines, ça va être plus difficile, mais quand il y a des bonnes semaines, il faut le dire. Puis cette semaine, ça en était une, puis ça va faire du bien beaucoup aux joueurs, surtout à Josh Anderson. C'est relancé, notamment comme que vous en avez parlé. C'est 2 points à dans chacun de ces 2 derniers matchs, donc c'est très positif pour lui. Puis encore une fois, il
faut rien enlever à Jake Allen. Il a connu quand même des moments difficiles, mais là, il faut lui donner encore un gardien de but qui nous permet de remporter un match hier soir. Donc, ça, c'est retenu de plus positif. Sinon, j'ai remarqué aussi, par exemple, peut-être un peu plus négatif, là, hier, le trio de Suzuki, Slavkovski puis Caulfield a seulement eu 2 tirs au but. Les 2 tirs sont provenus de Nick Suzuki. Donc, ça prendra un petit peu plus de tirs, je pense, du côté de Cole Caulfield, mais il va retrouver son rythme, puis éventuellement, je ne suis pas inquiet qu'il est encore jeune, puis il va travailler, puis ça va revenir en 2024. Oui, peut-être ça va faire partie de tes souhaits pour la prochaine année. Ouais. Je vais commencer, avant même de passer justement à notre bonne nouvelle, si on veut, de l'année 2023 chez le Canadien. Je vous présente le classement dans l'Est juste pour qu'on réalise à quel point c'est serré. Le Canadien, présentement, est tout près d'une place en série, malgré tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça serait intéressant à suivre pour justement le voyage des fêtes. Donc, évidemment, c'est un voyage assez difficile qui s'annonce. Et on va y revenir un peu plus tard, mais tout de même, très intéressant de voir que le Canadien, présentement, serait à seulement 3 points des Hurricanes au classement dans l'Est et pour possiblement une place en série également. Donc, parlons de notre bonne nouvelle ou ce qu'on retient de l'année 2023 chez le Canadien. Je vais aller dans le sens inverse. Pierre-Carl, je vais te laisser commencer. Qu'as-tu retenu, si on veut, de cette année-là? Étant moi-même un gardien de but, je vais parler de Samuel Montembeault. En fait, dans les dernières années, du côté du Canadien de Montréal, on se disait, est-ce que on devrait aller chercher un gardien numéro 1 éventuellement, etc. Mais oui, le Canadien a eu une saison difficile l'année dernière, mais il faut quand même noter que Samuel Montembeault a eu une bonne saison tout de même. Puis je pense que, avec le contrat qui vient de signer en plus, je pense qu'il y a l'étoffe d'un gardien qui pourrait éventuellement être le numéro 1 à Montréal. C'est sûr qu'il y a un bon tandem, là, un bon deuxième gardien pour faire un A, un B, mais quand même aller remporter la médaille d'or avec l'équipe Canada au championnat du monde. Donc, je pense que lui, il a prouvé en fait qu'il pourrait être la seule peut-être devant le filet du Canadien. Donc, ça, c'est très positif. Puis ça, c'est ce que je retiens. Il y a beaucoup d'éléments, mais ça, c'est un des éléments que je retiens cette saison. Julien, de ton côté? Il fallait que ça soit positif, absolument. Pas nécessairement. Si tu es plus négatif, vas-y. Mettons positif, l'éclosion de Kirby Dach, vite, là, comme ça, là, on ne l'a pas vu longtemps, mais le temps qu'on l'a vu, on a vu clairement un centre là, qui était bon et presque dominant chez le Canadien, pas dans la Ligue nationale. Mais moi, ce que je retiens de 2023, puis ça s'est encore poursuivi cette année et la saison passée, c'est le blessure. Écoute, moi, il n'y a pas grand monde qui a déjà vu ça là, à ce point-là. On était vraiment là, dans les records de la Ligue là, au niveau du nombre de matchs manqués par l'ensemble des joueurs dans une équipe. Puis cette année, ça a commencé encore durement avec encore Kirby Dach, que c'est la saison au complet qui est terminée. Tu as Newhook 6 à 8 semaines. Tu avais Dvorak qui reste encore 4 semaines. Tu avais Savard 6 à 8 semaines. À Raphaël Harvey-Pinard, 6 à 8 semaines. Écoute, là, on n'a même pas 30 matchs de fait encore. Là. Donc, puis on a eu Goulet aussi quand même pendant 2-3 semaines. Donc, disons que c'est encore malheureusement l'histoire qui se répète cette année. Puis, on a changé tout le staff médical pendant l'été. Puis, force est de constater que c'était pas ça, mais ça m'aurait étonné que ce soit ça. On l'a changé juste pour de l'extérieur pour que ça paraisse bien, mais force est de constater que c'est encore le même résultat. Donc, je sais pas, peut-être que je sais pas ce que le Canadien fait différent des autres équipes pour avoir quasiment 3 années consécutives, il y a plus de blessés dans la Ligue parce que l'autre année d'avant, c'était la même chose. Puis là, cette année, c'est encore parti pour être ça. Donc, peut-être, je sais pas. Peut-être que les joueurs se donnent trop et qu'ils sont fiers d'être à Montréal, puis ils se donnent une coche de plus, puis ils se blessent, je sais pas. Ou c'est parce qu'on n'a pas d'équipe, tout simplement, puis qu'il y a des joueurs qu'on leur demande de faire des choses qu'ils ne sont pas nécessairement capables de faire dans des chaises qui ne sont pas supposées d'être. Les minutes, peut-être aussi. Je sais que le Canadien a une moyenne de minutes par chiffre qui est très élevée. L'année passée, ça a été un problème. Puis cette année, c'est encore une tendance. Donc, les joueurs, au lieu de faire 30-45 secondes, ils font plus d'une minute, 90, à peu près 50, entre 50 secondes et à peu près une minute 10, une minute 20 là, par chiffre. Là, donc, ça, c'est vraiment pas normal. Est-ce que c'est le système de jeu qui permet peut-être
la défensive, qu'on se fait souvent prendre dans un carrousel, puis que justement, ça attire les présences, puis quand tu attires les présences, ben, peut-être que tu augmentes le risque de blessure. Il y a tout ça, là, c'est dur à dire, mais bref, c'est quand même, quand ça fait une 3e année consécutive, là, en tout cas, du moins, ça s'en va vers là, que tu es le cancre dans la Ligue nationale pour ce qui est des blessures, il y a peut-être matière à réflexion. Non, effectivement. J'invite tous ceux, en fait, qui nous écoutent, si vous le souhaitez, à écrire en commentaire votre moment marquant ou ce que vous avez retenu de cette année 2023, autant chez le Canadien que la Ligue nationale de hockey. On va le faire plus tard pour le reste de la Ligue. Éloi, de ton côté, qu'as-tu retenu, si on veut, de 2023? Ben, il y a eu quand même, grâce aux blessures, justement, une belle histoire. Puis je dirais que c'est celle d'Alex Belzile, qui, à l'âge de 30 ans, l'hiver dernier, n'avait jamais marqué un but dans la Ligue nationale. Puis là, d'un coup, en février, c'est arrivé. Il est devenu le plus vieux joueur à inscrire un premier but en carrière pour le Canadien depuis 1926, quand même à ce moment-là. Donc, c'était quelque chose là, de voir le petit gars de Saint-Éloi arriver à ce moment-là. Puis il en a marqué 6 finalement, avec 8 aides. Puis avec ces statistiques-là, il a réussi à signer avec les Rangers pour 2 ans cet été, avec un salaire dans les mineurs qui est au-dessus de 400 000 par année. Donc, quand même, ça, c'est une belle histoire. Puis ça a donné une opportunité de prolonger sa carrière aussi. Donc, chapeau. Chapeau. Ça, c'est une belle histoire qui a été justement en raison des blessures. Là, ben, il y a des gars qui ont dû step up, puis ça a fait une différence dans leur année. Hervé Pinard aussi, c'était une belle histoire. Là. Donc, oui. Ça a eu cet impact-là. Ouais, effectivement, tu vois, j'avais complètement oublié parce qu'on prend pour acquis que Belzile a joué aussi durant les séries dans la bulle il y a quelques années, mais son premier but officiel est arrivé l'an dernier. Donc, très intéressant. Hugo, de ton côté? Moi, je vais y aller avec l'arrivée de Jayden Struble, mais aussi Caden Primo dans la LNH. Là, officiellement, on dirait qu'avec les performances de Harvard Jacket qui allaient vraiment pas bien, le fait qu'on le cède à Laval, qu'on amène Struble, mais là, Struble, il est établi dans la LNH, il joue du très bon hockey, il est confiant et il fait, en fait, il prouve que passer du temps, autant de temps dans la Ligue américaine, ben, ça a vraiment des bonnes qualités, c'est super bénéfique. Et en ce moment, il en profite, il y a un bon vote de confiance de Martin Saint-Louis. Mais et pour Caden Primo, c'est un peu la même affaire, dans le sens qu'on sait qu'on était un peu shaky l'année dernière, on n'avait pas trop de confiance, mais on savait qu'on était rendu là dans cette étape-là. Et le fait que le Canadien ait pris la décision de le garder cette année et pas de le céder à Laval, oui, il y avait notamment le balotage, il fallait considérer ça quand même dans nos mouvements de staff, mais le fait que Primo reste à Montréal ait pu vraiment gagner confiance et a eu 2 très bonnes sorties dans ses 2 dernières sorties, et vraiment de s'établir comme un gardien de la LNH, même s'il n'y a pas des départs de manière constante. On comprend maintenant son niveau de jeu, on essaie de l'utiliser au maximum avec ce qu'on a. Et ça, c'est super cool à voir là, du côté de Primo parce qu'on savait tellement pas quoi faire avec lui, il y avait tellement de points d'interrogation que là, on commence à avoir des réponses et ça, c'est vraiment bon pour le futur. De mon côté, je vais y aller avec l'éclosion de Juraj Slafkovský depuis le début de l'année. On voit vraiment une amélioration dans son jeu, vraiment encourageant. Puis je vais être le premier à le dire, c'est quand le Canadien l'a repêché, je redoutais cette sélection-là. J'étais un peu surpris qu'on décide d'y aller peut-être avec plus un joueur à long terme, plus un coup de circuit qu'il y allait avec, exemple, des valeurs sûres, comme on l'a vu par le passé, c'est pas toujours à la faveur du Canadien. Mais tout de même, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. On voit une évolution dans son jeu. Et surtout, on voit qu'il souhaite s'améliorer. On voit que le joueur, justement, en termes de personnalité, souvent le Canadien a des questions difficiles pour les joueurs. Des fois, ça peut payer justement de voir la personnalité du joueur et on voit que c'en est un qui travaille et qui veut réussir. Donc, ça, c'est encourageant. Puis sinon, peut-être sur un fait plus précis, un peu dans la même lignée que ce que Éloi a mentionné avec Alex Belzile, il y a aussi le premier but en carrière de Lucas Condotta l'an passé. C'est quand même intéressant parce qu'à 25 ans, l'an dernier, il est rendu à 26. Arrive dans la Ligue nationale, jamais repêché, vient un peu en fin de saison parce qu'on n'a pas le choix, on manque d'éléments, mais on veut reposer les bons joueurs du Rocket dans la course aux séries, donc on amène Condotta. Premier chiffre, premier but dans la Ligue nationale, c'est comment ça pouvait arriver, puis finalement, après ça, il est retourné avec le Rocket et connaît une saison correcte jusqu'à maintenant, mais quand même, c'est un genre de moment en fin de saison l'an dernier où on savait déjà que la saison était terminée, que ça amenait un peu de bon, puis un peu de fun dans les matchs justement en fin d'année. Donc, passons maintenant à ce qu'on souhaite voir du côté du Canadien ou de l'organisation pour 2024. Je vais commencer avec toi, Éloi. Donc, que souhaites-tu voir chez le CH? Écoute, pour vrai, je souhaite voir assez rapidement en 2024 un des gardiens être transigé.
Je pense que dans la Ligue, il y a plusieurs équipes qui recherchent des gardiens. Là, tu as une statistique ici, les gardiens qui ont 6 départs puis un taux d'efficacité de 900 cette saison. Il y en a 38 gardiens comme ça dans la Ligue, puis le Canadien en a 3 de ces gardiens-là, Montembeault, Allen et Primo, tous avec des pourcentages d'en haut de 900. Puis là, vous voyez en bas les équipes qui n'ont aucun gardien avec 6 départs et un pourcentage de 900. Donc, à Tampa, ça devrait se régler. San Jose sont dans la situation du Canadien, mais les 4 équipes là, qui sont là, Caroline, Edmonton, New Jersey, Ottawa, ils ne vont pas nécessairement échanger pour un gardien du Canadien, mais ça va faire bouger le marché, disons. Puis il y a d'autres équipes qui sont intéressées par des gardiens aussi. Je pense peut-être au Colorado. Donc, ça va être intéressant à suivre. Puis je pense que ce serait bon pour les 2 autres gardiens qui vont être gardés avec l'organisation. Montembeault, évidemment, va être là. Puis d'après moi, c'est Jake Allen qui va partir. Ça va être intéressant pour ces gardiens-là aussi d'avoir plus de temps devant le filet. Donc, ce que je souhaite, c'est que ce ménage à 3-là soit un petit peu... ça termine, je dirais, en janvier. Puis ça serait l'idéal pour tout le monde, je pense. Hugo? Moi, je souhaite une éclosion absolue de Juraj Slafkovský. J'aimerais vraiment ça qu'il prouve sa sélection, son rang. Il est déjà en train de le faire, mais j'aimerais ça qu'on voit un Juraj Slafkovský transformé en 2024, un homme de confiance de première ligne qui pourrait jouer avec Kirby Dach, par exemple, qui pourrait jouer utilisé à toutes les sauces. Il y a autant de désavantages numériques qu'en power play. Donc, vraiment, là, j'aimerais ça voir un Juraj Slafkovský encore plus mature, encore plus dominant. Pierre-Carl? Moi, je souhaite, en fait, en général, là, que l'équipe continue sa progression. Je ne voudrais pas que, comme l'année dernière, mettons, après Noël, l'équipe prenne vraiment une descente au classement. J'aimerais vraiment ça, dans une reconstruction ou un rebuild, là, si on veut. Moi, je pense que ça prend quand même des victoires, pas faire les séries, mais ça prend quand même une amélioration par rapport à l'année dernière. Donc, pour avoir une culture gagnante à long terme, les jeunes qui progressent. Donc, on a beaucoup de jeunes dans l'organisation, donc je souhaite que les autres continue, notamment à Slafkovský. Je pense que Kirby Dach, sa blessure, ça avait quand même notamment fait quand même mal parce qu'il jouait super bien Slafkovský avec Kirby Dach. Mais sinon, ça va super bien aussi présentement. Mais j'ai hâte de voir avec Kirby Dach et Alex Newhook en santé. Je souhaite ça aussi pour 2024. Puis sinon, j'espère que Cole Caulfield va retrouver son rythme. C'est un marqueur, puis j'espère qu'il va retrouver sa confiance pour être capable de marquer à 5 contre 5. Puis aller dans les espaces un peu plus restreints, puis trouver une façon de marquer un but. Là. Julien? Moi, 2024, j'espère que le Canadien, soit via les agents libres ou via une transaction qui aille chercher un joueur étoile de la Ligue nationale, étoile, un joueur d'impact. Parce que justement, c'est cet été que le Canadien va avoir autour de 25 millions de masse salariale de disponible avec pas grand-chose à signer. Puis si on veut faire un pas vers l'avant, il faut entourer notre noyau de jeunes. On a trop d'actifs, donc une transaction est très possible. Ou encore la signature d'un joueur autonome. Il n'y en a pas des tonnes, mais tu as des William Nylander, Stamkos, je pense pas. Tu as des Sam Reinhart qui vont être à échéance, qui vont être intéressants, des Jake Gensel. Je ne dis pas qu'ils vont venir à Montréal, mais Tyler Bertuzzi, Teravainen, c'est des joueurs que je ne pense pas qu'ils vont signer avec leur équipe actuelle parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place sur le cap salarial. Donc, ce serait des joueurs, là, puis évidemment, là, je parle d'un attaquant parce qu'à défense, on sait que ça va être trop là, dans les prochaines années. Fait qu'évidemment, je parle d'un attaquant, mais c'est ça serait pour les signatures. Puis pour les échanges, c'est ça, on a tellement de munitions chez le Canadien, que ce soit des choix ou des jeunes espoirs. Là, on commence à arriver dans l'entonnoir, c'est qu'il faut faire des choix relativement rapidement au niveau de la défensive. Il y a Hudson qui s'en vient l'année prochaine, je vous le dis tout de suite. Il va probablement jouer d'ailleurs une dizaine de matchs là, à la fin de l'année, tout dépendant quand est-ce que sa saison va finir. Donc là, tu t'amènes un autre gaucher dans le système, un petit unidimensionnel à l'attaque, mais que je pense qu'éventuellement va être quand même pas si mal aussi à la défensive. Comme Hughes s'est amélioré d'ailleurs dans plusieurs aspects. Tu as Logan Mailloux, je ne pense pas qu'il va jouer au début de la saison prochaine, mais il y a Rand Backer qui va probablement jouer soit pour Laval, soit pour le Canadien l'année prochaine. Donc, il y a des Harris, il y a des Jacky, il y a des Struble, il y a des
même des Trudeau qu'on va commencer à se poser des questions, à savoir ils sont où, là, on les voit où dans les prochaines années. Fait que ça, avec l'arrivée d'Hudson, évidemment, c'est des décisions qui vont être prises, qui vont devoir être prises cet été, là, dès cet été. Donc, il y a des évaluations à faire. Puis il y a Struble qui est venu brouiller carte, on n'attendait pas, on pensait qu'on pouvait le laisser en bas, puis tout. Mais là, en ce moment, entre Jacky, lui, et Harris, ben, c'est lui le meilleur, en ce moment. Je ne dis pas dans 4 ans, je ne dis pas l'année passée, mais en ce moment, c'est lui le meilleur. Donc, tu sais, on est un peu pris à le garder ici. Fait que là, encore là, il va falloir les échanger avant que soit qu'ils perdent la valeur ou qu'on les perde pour rien au balotage si on essaie de toutes les signer. Donc, ça, pour moi, 2024, là, c'est vraiment mes attentes au niveau du CH via échange ou via les agents libres, aller chercher un joueur d'impact à l'attaque top 6. C'est bien, tu as dit deux de mes idées de ton côté. Donc, moi, peut-être la première chose que je regarde, c'est la signature de Lane Hutson. On s'entend que ça devrait être une formalité, mais j'ai vraiment hâte de le voir arriver avec le Canadien pour voir ce qu'il peut donner. On en parle beaucoup déjà depuis quelques saisons. On bat des records pour un défenseur au niveau universitaire. J'ai hâte de le voir avec le Canadien, ce qu'il va pouvoir amener et s'il va être prêt assez rapidement déjà pour être avec la formation. Et l'autre aspect, je suis 100% d'accord avec toi, Julien, je vois aussi que le Canadien, cet été ou d'ici l'an prochain, faire une grosse transaction, une grosse acquisition offensive. On a la possibilité de le faire présentement et je pense qu'on arrive un peu au point où on va en parler par après des sénateurs d'Ottawa, mais où on était il y a peut-être 3 ans, on devait commencer à ajouter des munitions pour commencer à gagner. Je pense qu'on est là pour le Canadien. C'est pas cette année qu'on va gagner, ce sera probablement pas l'an prochain, mais déjà avoir cet atout-là dans ta formation pour que dans peut-être 2 ans, tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'on puisse déjà commencer à gagner. Je pense que ça serait le bon moment et il y a plusieurs joueurs disponibles déjà cette année et on a de l'argent, on a l'avantage sur d'autres équipes. Donc, je pense aussi que c'est à suivre et j'ai bien hâte de voir le marché des joueurs autonomes cet été, même si le Canadien s'est habitué à être assez tranquille. J'ai hâte de voir pour cet été si on va bouger un petit peu plus. Donc, on conclut ce CH Hebdo avec le voyage du temps des fêtes. Donc, je vous montre à l'écran les 6 rencontres à venir pour le Canadien. Et l'an dernier, après une victoire en prolongation, on avait perdu les 6 rencontres, dont une en prolongation. Là, cette année, on va espérer que le scénario soit légèrement différent. On le voit là, quand même, Minnesota, Chicago, Caroline, Floride, Tampa Bay et Dallas. Donc, sur ces 6 rencontres-là, évidemment, on risque d'avoir des réponses un peu plus variées que d'habitude, mais je vous demande combien de points le Canadien ira chercher sur une possibilité de 12. Donc, je commence avec toi, Hugo. Combien de points pour le Canadien? Je pense qu'on va aller chercher peut-être 3 points. Je pense qu'on va être capable de se tirer une victoire à Chicago, mais pour le reste, ça va être difficile. Il va y avoir, je pense, un affrontement en prolongation. Je prédis contre le Lightning. Je pense que c'est là qu'on va aller chercher les petits points de rivalité. Mais on a tendance à voir le Canadien un peu baisser en cadence là, au mois de novembre, mois de décembre. En ce moment, ça se passe un peu mieux. Mais quand même, il faut revenir à nos bonnes vieilles habitudes quand on est le CH. Non, je rigole, mais je veux dire, je pense qu'un 3 points, c'est raisonnable quand même avec la qualité des adversaires qu'on va avoir. Le Wild, ça va très bien depuis le nouvel entraîneur. Puis les Stars de Dallas sont toujours aussi forts. Les Hurricanes ont une bonne formation. Donc, non, je ne serais pas surpris de voir le Canadien sortir avec 3 points dans ces 6 affrontements-là. Éloi? Ben, je m'attends un petit peu mieux que ça de mon côté. Je pense qu'on, au Minnesota, à Chicago, il y a un match qu'on peut aller chercher là-bas. Si c'est pas 2, puis t'as aussi en Floride, t'as 2 matchs en 2 soirs. Le Canadien généralement en Floride, à part l'année passée, ça a quand même bien été dans ce voyage-là. Donc je pense que dans l'état de la Floride, pas nécessairement contre les Panthers, mais il va y avoir un match à aller chercher là-bas. Fait que je vais y aller avec un 5 points, d'après moi. Pierre-Carl? Moi aussi, j'y allais comme Éloi. Là, je pense qu'un 5 points, c'est possible pour le Canadien. Je pense qu'on va chercher une victoire soit face au Wild ou face à Chicago. Puis durant le reste du voyage, je pense qu'on est capable d'aller chercher une autre victoire, peut-être avec un autre point en prolongation. Je pense que le Canadien, honnêtement, c'est la seule équipe qui a 3 gardiens de but et puis que ça fonctionne quand même. Parce que si tu regardes les autres équipes qui ont une rotation à 3 gardiens de but, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais on dirait que le Canadien, ça fonctionne relativement bien pour l'instant. C'est sûr que c'est pas chouette. Je ne dis pas que je souhaite ça. Là. J'espère que ça va changer. Mais fait que ça pourrait quand même faire un autre gardien de but qui va donner une victoire inespérée, que si on ne s'attend pas, qu'ils vont donner 2 points aux Canadiens.
Probablement que l'avantage que le Canadien a sur les autres équipes, c'est qu'il n'y en a aucun des 3 gardiens qui est actuellement identifié comme un vrai numéro 1. Donc, peut-être les 3 jouent pour leur poste, ne veulent pas, ce qui peut aider un petit peu. Julien, de ton côté, pour les 6 parties du voyage? Moi aussi, j'y allais avec 5 points. Je pense qu'ils vont aller chercher une victoire et demie dans les 2 premiers, fait qu'une défaite en prolongation de victoire. Puis une autre victoire en quelque part dans les 4 matchs, dans les 4 autres matchs. Vous êtes sévère. Je vais y aller avec 7 points sur une possibilité de 12. On va aller chercher les 2 matchs en Floride également. Donc, et si on gagne ces matchs-là de division, ça peut être intéressant. Écoutez, c'est peut-être parce qu'on est dans le temps des fêtes, donc je me sens généreux avec le Canadien, mais... Joyeux Noël, Montréal. Oui, exact. Je pense qu'on peut quand même sortir de là avec une récolte intéressante. Puis c'est surtout que j'espère que rendu en janvier, on va être encore peut-être dans une possible course aux séries du côté du Canadien, avoir encore quelques matchs en jeu à ce moment-là.